Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis auteur de bande dessinée. On me connaît surtout pour mon travail avec l'univers un peu solarpunk, nouvelle SF on va dire. J'ai une carrière de presque 10 ans dans l'animation et j'ai travaillé pour divers projets comme J'ai perdu mon corps, Love, Death and Robot ou Scavenger's Reign. Et bonjour Jules Laleb. Et salut. Et on est très heureux de t'avoir avec nous pour cette première bande dessinée que tu viens de sortie il y a quelques semaines, qui s'appelle Ish et Mima. Alors je vais tenter un résumé, t'hésites pas à me couper si je dis une bêtise, parce qu'on est dans un univers de science-fiction, le royaume de Tinia. Il y a deux peuples qui vivent en harmonie, les Sarik, sorte d'humanoïdes, et les Skor, des créatures sentientes. Elles partageaient en quelque sorte la magie du monde jusqu'à, ça se termine toujours de la même façon, un roi avide de pouvoir met un joli bazar dans tout ça. Lui-même se retrouve trahi par l'un de ses 3 enfants, tout le monde veut se venger, et on se retrouve quelques éons, alors c'est pas vraiment des années, mais on va dire un petit peu plus tard, c'est comme ça que le temps est comptabilisé, en tout cas dans ce monde, on se retrouve quelques éons plus tard avec l'impitoyable Niwoline, qui était l'une des filles du roi dont je parlais, qui veut soumettre tous ses ennemis, et nous on va suivre 2 soldats de Niwoline, qui s'appellent donc Ish et Mima, d'où le titre, et qui vont décider de quitter la colonie, de la fuir pour trouver l'Usil, qui est un endroit où ils espèrent pouvoir vivre en paix, fondé d'ailleurs par un autre des fils du roi. Ils fuient avec Fléchette, qui est un Skor, et précision, ils sont amoureux tous les deux. Évidemment, la reine en a décidé autrement et il va leur arriver tout un tas d'ennuis. Est-ce que c'est à peu près ça ? C'est exactement ça, c'est un super résumé. Dis-moi, alors justement, on comprend la complexité de l'univers, c'est aussi souvent ça dans le punk, dans la science-fiction, mais comment toi, tu as construit tout cet univers ? Comment ça t'est venu ? Est-ce que c'est des petits post-it ? Est-ce que c'est un truc que tu as en tête depuis très longtemps ? Comment tout ça est né ? Ouais, c'est un peu de tout à la fois, c'est un peu les post-it, c'est un peu des trucs qui traînent dans ma tête. J'en parle à la fin du livre, j'ai un carnet qui s'appelle World, et dans lequel en fait je note et je consigne un peu toutes les idées qui peuvent aller dans ce monde. Et qui est reproduit dans le livre d'ailleurs à la fin, c'est amusant de voir toutes tes recherches. Et c'est un peu l'analogie qu'on m'a faite, c'est un peu le tableau du fou, tu sais, qui a plein de photos et qui relie avec un fil rouge, ah mais c'était ça, le grand complot quoi. Et en fait, ça m'est venu parce que je lis beaucoup d'histoires fantastiques avec des univers dingues et tout. Et un jour, je suis tombé sur le grand livre, le Sigmarion, et je me suis dit, ah waouh, on peut faire ça en fait. On peut juste écrire un livre de règles sur notre monde. Et donc en fait, ça m'a inspiré. J'ai eu envie de faire ça à mon tour, quoi. Alors derrière, on cherche souvent du sens derrière les livres. Là, il y en a quand même aussi, j'imagine, un petit peu, parce que quand ils quittent leur reine, quand ils fuient d'ailleurs, ils découvrent un monde un peu enchanteur, où la nature a repris ses droits. Donc c'est vrai que on en parlait il y a quelques mois maintenant avec Mathieu Bablé dans ce même podcast, il y a toujours une dimension un peu utopique dans ces mondes de science-fiction. En tout cas, je pense que c'est la portée de la nouvelle science-fiction, comme on l'appelle. C'est peut-être apporter quelque chose d'un peu plus optimiste et de tourner vers un avenir possible, en fait, dans la science-fiction. Et j'avais envie d'aborder ça aussi, quoi, à mon tour. C'est vrai que Mathieu, il en fait bien état dans ses livres, quoi. Cette nouvelle science-fiction qui est en ce moment à l'honneur au musée de la BD, donc venez voir l'exposition plus loin. Tu penses que la science-fiction c'est le genre en BD, alors je mets la BD du réel de côté, mais en tout cas dans la BD romancée, c'est le genre qui permet le mieux de parler de notre époque, de notre monde, de tous les bouleversements qu'on vit en ce moment ? Alors le mieux, je saurais pas dire parce que je pense qu'il y a plein de façons de l'aborder, mais en tout cas c'est une des façons de pouvoir bien en parler parce que comme on peut plonger un peu plus profondément dans certains thèmes, ça permet de les aborder sous un autre spectre, de décaler un peu la réalité et ça c'est quand même une super liberté, quoi. Il y a aussi une autre thématique dans le livre, c'est l'amour. L'amour inconditionnel entre ces deux êtres. Ça, dès le départ aussi, tu l'avais en tête. Tu avais envie de raconter une grande et belle histoire d'amour ? Oui, en fait, dans les médias qui sont dits pour adultes, et je fais des guillemets avec mes doigts quand je le dis, on parle beaucoup de thèmes de violence, c'est des thèmes un peu du trash qui sont abordés, et je pense que dans la vie d'adulte, il y a aussi un truc super qui existe, qui est l'amour, et dans une bande dessinée de science-fiction plutôt optimiste, parler d'amour, ça semblait être le bon endroit pour le faire, quoi.
Alors si justement on rentre un peu plus dans les personnages, Mima, c'est que je trouve celle qui a la plus grande évolution presque dans le livre. Très soumise au départ à sa reine et puis qui va s'émanciper. Là aussi tu voulais un personnage féminin fort. Oui, en fait j'avais même écrit des chapitres, ou un chapitre où elle est très dévouée, tu sais, genre elle suit les règles et donc Ish qui est un peu plus libre en quelque sorte et ça lui donne de la difficulté. Et oui, en fait c'était hyper important pour moi d'avoir un personnage féminin fort et qu'on suive l'aventure à travers elle aussi et ses émotions. Voilà, ça me tenait à cœur, quoi, simplement. Il y a Fléchette aussi, j'en parlais tout à l'heure, au milieu de tout ça, qui apporte une forme de légèreté, de drôlerie aussi dans l'histoire. Je sais pas comment c'est arrivé exactement, mais il y a un peu ce truc de mascotte qu'il y a dans beaucoup d'histoires que je lis, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie, moi aussi, d'avoir une mascotte et d'avoir peut-être un personnage complètement neutre, quoi. Son objectif à Fléchette, c'est d'être bien avec Ish et Mima, et puis voilà, quoi. Et c'est trop bien écrire un petit perso comme ça, qui parle pas trop, qui est juste mignon et rigolo, quoi. On a presque envie que tu en fasses des produits dérivés. Oui, il y a des gens qui m'ont demandé, mais bon, ça rentre dans une autre logique de production qui n'est pas encore la mienne pour l'instant, je pense. Je parle aussi de cette reine, Niwoline, qui est une tyran terrible. Je pense qu'il y a plein de personnages féminins tyranniques un peu forts, mais qui ont une part de blancheur en elles qui m'intéressait. Et par exemple, du côté de Miyazaki, il y a la reine Kushana qui est dans Nausicaa, que j'adore, qui est en fait peut-être l'inspiration principale. Et puis, en fait, je suis aussi un joueur de jeux vidéo et il y a des personnages dans les jeux vidéo que je consomme qui sont similaires et qui me donnaient envie de donner vie à cette reine méchante qu'on a l'habitude de voir en fait dans les Disney. Il y a les méchantes reines qui sont là, mais elles sont vraiment plus manichéennes, quoi, on va dire. Je le disais, donc on compte pas en années, on compte en néons. Il y a toute une mythologie aussi très riche. Tout ça, comment tu l'as construit? Tu parlais de ton carnet, ce carnet noir qu'on découvre à la fin du livre. Mais ce carnet, comment il s'est nourri finalement? Est-ce que c'est tout un tas d'idées qui naissent les unes après les autres? Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi sur un bureau pendant des heures et des heures? Comment ça se joue tout ça? Il y a un peu des deux. En fait, au final, je dirais que je me considère comme assez curieux. Et quand j'étais adolescent, j'étais fasciné par les anciennes civilisations, tout ça, et qui ont leur propre mythologie et leurs propres croyances. Et en fait, j'étais très inspiré par les Étrusques et toutes les civilisations du bassin méditerranéen pré-Grèce antique, tout ça, et qui ont des motifs, des cosmogonies hallucinantes. Et en fait, tout ça, ça m'a beaucoup inspiré. Et notamment, Tinia, ça veut dire quelque chose. L'Usil, c'est un dérivé du dieu soleil, dont le dieu dans Dune est inspiré aussi. Usul, ça vient de là. Voilà, tout ça, c'est des références communes, je pense, à plein de gens, quoi. Alors, ce qui frappe aussi quand on découvre ce livre, c'est le graphisme et la couleur. Pour le coup, il n'y en a pas 10 000 comme ça. C'est-à-dire que tu as un trait, une couleur, une patte qu'on reconnaît. Je pense que c'est beaucoup de travail et beaucoup de recherche. Je suis, comme beaucoup de gens, je pense, très exigeant avec mon travail. Et donc, c'est beaucoup de pratique. J'ai énormément lu, énormément dessiné avant d'arriver à trouver quelque chose qui me plaise et qui, en tout cas, l'idée c'était d'être heureux en dessinant et donc en fait ça me passionne aussi le dessin, quoi. Avec, tu t'en parles un peu, mais tout un travail aussi autour de la symbolique, des fleurs, des talismans, des masques. Ça, on sent qu'il y a un plaisir aussi à se plonger là-dedans. Complètement, c'est mon côté geek, quoi. On peut, forcément, quand on fait de la bande dessinée, je me dis, on a un truc en nous, on a un peu de choses précieuses et qu'on a envie de montrer, regardez ce que j'ai trouvé, j'ai envie de le mettre là. T'as un découpage aussi assez particulier, entre guillemets, ça se voit beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas le gaufrier classique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque que ça se voyait que je venais de l'animation et donc je pense que ça vient de là, du fait que c'est sûr j'ai travaillé en animation, mais aussi je consomme énormément de films d'animation, de séries d'animés. En ce moment je suis en train de dégommer One Piece, j'adore. Et en fait je pense que c'est toute cette influence-là qui se remêle à comment rendre des choses un peu plus dynamiques dans un médium qui est figé. En fait la bande dessinée ça bouge pas ou ça bouge dans notre tête.
Et puis après, évidemment, je suis allé piocher du côté du manga et des nouvelles auteurs, autrices qui font ça aussi. Je trouve ça fascinant que ça soit une forme un peu organique, la bande dessinée, qu'il y ait des règles qui correspondent à une époque et que maintenant ces règles, elles évoluent un peu plus, c'est super. Tu parlais de l'animation, effectivement, parce que tu travailles aussi dans l'animation. Comment tu as storyboardé cette bande dessinée ? J'ai eu une approche extrêmement chaotique par le dessin, mais aussi très méthodique parce que j'ai une méthode qui vient de l'animation. Donc j'ai fait un pré-découpage, donc on fait ça dans le cinéma d'animation, où j'ai vraiment dessiné mes planches, mais il y avait que moi qui était capable de les lire. On parlait de symboles ou de choses cryptiques, c'était à la limite de ça. Et puis en fait après ça j'ai peaufiné mon storyboard, mais en le gardant le plus lâché possible, pour que quand même quand j'arrive au moment de faire l'ancrage, j'ai un peu de flexibilité, de liberté, et je pense que c'est ça qui donne une particularité peut-être au dessin qui le rend un peu plus lâché, quoi. Tu as travaillé en numérique ? Oui, tout en numérique, pour des contraintes de temps en fait. Je suis dans une passion totale pour le dessin tradi en ce moment en plus. Et plus je passe de temps à faire ça, plus je me dis que j'aimerais faire un projet de bande dessinée en tradi. Mais c'est vraiment, j'avais pas le temps. Et puis c'est des contraintes de temps et financières, tu vois, c'est quand même compliqué, quoi. En fait. On parlait de ce carnet noir là, qui est reproduit à la fin du livre. On voit que tu as fait beaucoup de recherches au feutre dans ce carnet. En fait, j'avais envie de découvrir de nouveaux médiums. Et pendant que je faisais la bande dessinée, je passais énormément de temps devant mon ordinateur. Et en fait, j'avais besoin de... Alors, c'est absurde d'avoir un truc qu'on fait sur son temps libre qui est autant chronophage que faire une BD. Mais en fait, c'est faire du dessin aussi. C'est absurde. Et en fait, j'ai découvert le feutre à alcool un peu par curiosité simple, ce que je disais un peu plus tôt. Je reste un peu curieux. Et en fait, j'ai adoré. Et le rythme du feutre, le fait de pouvoir appliquer une couleur facilement. Et même, ça m'a beaucoup apporté après dans la mise en couleur de la bande dessinée, où les feutres à alcool, ils ont des couleurs qui sont très saturées. Et donc, en fait, j'ai simplement reporté ça dans le livre le plus possible, tout ce que je pouvais. Et là, d'ailleurs, je fais un petit crochet vers le futur, mais je suis sur un mini projet de bande dessinée où il y aura quelques pages entièrement au feutre à alcool. Et c'est une suite ou pas ce mini-projet ? Alors, c'est pas une suite, mais ça se passe dans le même univers. Parce que j'avais lu que tu voulais consacrer un livre au Sarik. Ouais, j'aimerais. Après, on est quand même soumis à des contraintes entre guillemets commerciales, on va dire. Et les premiers, ou en tout cas dans les retours que j'ai eus sur la bande dessinée, les gens, ça les intéresse un peu moins, les histoires des Sarik. Donc peut-être que je ferai ça pour moi. Mais ils veulent plus une suite avec Ishimima. Voilà. Et c'est ça, c'est une suite ? Ouais. Ah, t'es déjà sur une suite. Peut-être, oui. C'est un univers aussi, quand tu parlais de jeux vidéo, tu parlais d'animation, qu'on imagine assez facilement décliné sur tous ces supports. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de pousser ? Est-ce que ça commence à venir ? On en est très loin ? Franchement, c'est un rêve d'avoir un truc que tu crées qui est adapté sous une quelconque autre forme de média. Ça serait génial. Maintenant, j'ai aucun... moyen de pouvoir faire ça pour l'instant. On verra selon la portée que ça a, je sais pas, mais j'adorerais. Tu parlais tout à l'heure comme référence de Miyazaki, tu citais One Piece, on pense aussi quand même aux univers de Tolkien, ces grands... Est-ce que tu as été influencé comme ça justement par des maîtres de la littérature, du cinéma Mon film préféré, c'est Blade Runner de Ridley Scott, voilà, je le dis comme ça. C'est un truc qui m'a explosé le cerveau quand je l'ai vu très jeune, je devais avoir 10 ans. Et donc oui, je me revendique vraiment, en tout cas appartenant aux enfants spirituels de Ridley Scott. Je trouve que c'est super ce film. Mais dans les suivants aussi, Ghost in the Shell, c'est un de mes films d'animation préférés. Je pense que forcément, on me le rappelle beaucoup, mais Moebius, même si je connais moins le travail de Moebius, mais c'est plus que c'est tellement un monument de la science-fiction que c'est difficile d'échapper à son ombre, quoi. Ouais, Tolkien, Ursula Le Guin, énormément aussi, là j'adore, je lis ses livres. Et je pense que c'est plus récent, mais La Horde du Contrevent de Damasio m'avait bien porté. Et un autre livre, et ça c'est très spécifique, ça va être dans une niche, mais c'est un anthropologue, je pense qu'on dit, qui s'appelle Stewart, et qui a écrit un livre qui s'appelle La Terre demeure. Et c'est
un peu les prémices des mondes post-apocalyptiques. Ça a été écrit dans les années 40. Et en fait, il n'y a pas de militarisation, il n'y a pas de zombies. C'est simplement un groupe de gens qui vont s'organiser autour d'une société où les humains ont disparu. Et en fait, lui, au personnage principal, sa préoccupation principale, c'est que les savoirs puissent se transmettre encore. Et ça m'a énormément inspiré. Ça m'a tellement inspiré que le personnage principal s'appelle Ish, comme dans ma BD. T'es né à Bordeaux ? Ouais. Pas très loin d'ici. Pas très loin, non. T'as fait l'EMC, l'école des métiers de cinéma et d'animation d'Angoulême. Donc t'as toujours baigné dans cet univers. Tu sais que t'as depuis toujours eu envie de travailler dans l'animation, dans la bande dessinée. Oui, c'est vrai que j'ai commencé à dessiner quand j'étais un minuscule humain. Et j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours encouragé, malgré le fait... Ils m'ont toujours prévenu que ça serait un chemin un peu compliqué, pas toujours facile, tout ça. Mais en tout cas, très encourageant. Et ça, c'est super, quoi. Je suis extrêmement reconnaissant de ça. Et vivre à Angoulême, c'est un apport, un soutien ? Ouais, parce que franchement, dans cette ville où tout le monde, et je dis tout le monde, c'est grossier, mais beaucoup de gens sont artistes, en fait, peu importe le corps de métier. Et ça, c'est quand même un énorme avantage de se balader dans la rue et de croiser des gens qui font du dessin ou autre chose sous une quelconque forme. On a l'impression que le monde nous appartient, quoi. Et là, tu bosses sur un projet d'animation en ce moment ou... Alors, pas du tout, parce que je bosse sur 2 petites BD qui sont à apparaître normalement dans l'été, et puis après, peut-être à la rentrée. Et ensuite, ça va être le moment d'attaquer la suite, quoi. Donc, pas trop le temps de faire de l'anime en ce moment, même si j'aimerais bien. Donc, tu as basculé dans la bande dessinée qui était un hobby, tu disais tout à l'heure. Maintenant, c'est devenu presque ton métier principal. Ouais, mais c'est pas plus mal. Je pense que c'est pas des trucs qui sont incompatibles. Et peut-être qu'à un moment, je retournerai vers l'animation. C'est aussi important de pouvoir faire ce pont-là. En tout cas, je suis ravi de faire ça, quoi. Et donc, j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, Ish et Mima, qui est publié aux éditions Kinaï. C'est le moment, Jules Naleb, où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y. La première BD que tu as lue ? Je pense que c'est Lucky Luke le premier. Et tu en gardes un souvenir sensationnel, j'adore graphiquement même. Il a une saveur un peu différente qu'à la fin. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? Ouah, c'est hyper dur. La meilleure BD de tous les temps. Tu me sèches. La BD, je peux pas dire une œuvre complète, parce que pour moi, Nausicaa de la vallée du vent, c'est très puissant, mais je vais dire Amer béton de Taiyo Matsumoto. Je trouve que c'est frais, ces personnages sont attachants, c'est dessiné n'importe comment, mais à la fois il y a une maîtrise totale, et puis je sais pas, son univers est tellement inspirant, je suis très bouleversé par cette BD en fait. Quelle est selon toi la plus belle couverture de bande dessinée ? La plus belle couverture de bande dessinée, le meilleur dessinateur de tous les temps de Chariot Spiral. Quelle est selon toi la plus belle case de bande dessinée ? La plus belle case de bande dessinée, je pense que c'est une case de Berserk où Guts tranche des démons. Enfin, tu vois, il y en a 1000, mais c'est toujours trop beau, quoi. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer ? Mais ça veut dire qu'il faut que je l'avoue maintenant. Une BD que j'aime et que j'ai honte de l'avouer. La saison des flèches de Guillaume Trouillard, mais j'ai pas honte en fait, donc non, ça marche pas. Lou de Julien Nil. Ah pourquoi ? Bah je sais pas, je pense que c'est parce que on s'imagine pas, simplement c'est dans les choses qu'on projette, mais en fait on lisait ça avec ma petite sœur et on était à fond et j'en garde un souvenir un peu chaleureux, quoi. Je sais pas, j'adore. Quel est ton personnage de BD préféré ? Mon personnage de BD préféré, je pense que c'est Major Kusanagi dans Ghost in the Shell. Elle est trop cool. Elle en a rien à foutre, c'est trop forte, je sais pas, elle est sensationnelle, quoi. Ton personnage de BD détesté ?
faudrait que je fasse une réponse. Je me tâte à faire une réponse ultra mainstream ou faire un truc un peu plus niche. Disons que De Mazemakers m'énerve dans Gaston, mais celui que j'aime vraiment pas, c'est Gargamel. Ton super-héros préféré? Je suis pas hyper super-héros, mais je dirais que c'est Batman, quoi. Parce qu'il a pas de pouvoir et il est juste riche et il joue un double jeu, j'aime bien. Ton super-héros détesté? Iron Man. C'est wannabe Batman. Tu dessines dans le calme ou en musique? Je dessine en musique, ouais. J'ai un peu des tocs musicaux. Je peux écouter un album en boucle toute la journée s'il le faut parce que ça me met dans un mood. Couleur ou noir et blanc? Couleur, toujours couleur. En fait, je suis nul en noir et blanc. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Alors, je réfléchis un petit peu, que vous connaîtriez pas forcément. C'est dur parce que vous êtes assez calé quand même. Je vais recommander le boulot de Esther Rossi, qui bosse sur un dossier pour une bande dessinée en ce moment et qui a fait 2 petits livres qui s'appellent Bon Voyage, un qui s'appelle Bon Voyage et un qui s'appelle Jardin intérieur, et qui sont des masterclass de bande dessinée à mon sens. En attendant de découvrir sa première BD, voilà. On lit Ishemima, signé Jules Naleb, et c'est publié aux éditions Kinaï. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.